Bonsoir à tous, 18h pile, vous êtes sur 01net TV et comme chaque jeudi soir, vous ne pouvez pas y échapper. Vous allez être débriefé maintenant sur toute l'actualité high-tech de cette semaine et c'est avec un vrai plaisir que nous vous retrouvons, Jérôme et moi. Bonsoir Jérôme. Salut François, bonsoir à tous. Vous le savez, 01 Live Hebdo, c'est tous les jeudis soirs et vous le savez, vous pouvez interagir. Donc dès à présent, vous posez vos questions sur Twitter, hashtag 01 Live. On a un gros programme François cette semaine. Ah oui, c'est très très chaud là cette semaine. Au sommaire de ce 01 Live Hebdo, le smartphone Amazon, ça y est, il a été présenté, vous l'avez découvert, vous avez été les tout premiers à le découvrir ce matin en vidéo sur 01net TV. On va revenir sur la stratégie d'Amazon en matière de téléphonie mobile. Pourquoi un smartphone? À quoi va-t-il servir? Réponse tout de suite. On jettera un coup d'œil sur ce qui s'est passé ce matin sur Facebook. Facebook en rade pendant presque une demi-heure. On vous racontera de ce que l'on sait de cette panne en fait. Voilà, on n'avait plus de peau, c'était dramatique. On était mal. Hein. Mais avec Jérôme, on était complètement perdus. On parlera aussi de Netflix avec Delphine Sabatier qui nous rejoindra. Netflix est entre autres son système de recommandation qui est sans doute l'un des meilleurs du monde. Voilà, on ira faire comme chaque semaine un petit tour au labo avec Bruno Cormier. On se demandera si ça vaut le coup d'avoir un téléviseur ultra haute définition pour regarder la Coupe du Monde de football. Et puis une petite sélection de smartphones 4G à pas cher. Voilà, vous n'avez pas beaucoup de sous, mais vous voulez être au top de la techno avec un smartphone 4G, nous avons la réponse. C'est 01 Live Hebdo, vous nous suivez sur YouTube, sur Dailymotion, vous nous suivez sur 01net.com et sur la Live TV d'Orange. Et comme nous sommes en direct, vous pouvez réagir avec nous sur Twitter, tu l'as dit tout à l'heure, hein, Jérôme. Vous posez votre question et vous rajoutez le hashtag 01 Live tout simplement et on voit vos tweets arriver et je pense que les questions concernant le Fire Phone, ce smartphone d'Amazon, vont arriver en nombre. Et pour en parler de ce smartphone Amazon que tout le monde attendait, Jérôme, on va accueillir nos invités dans un instant. Mais auparavant, vous le savez, comme chaque semaine, il y a notre question 01 Net Orange. Oui, la semaine dernière, rappelez-vous, nous étions en direct à Futur en Scène. On parlait de toutes les technologies du futur. Alors on vous demandait quelle était l'innovation qui vous faisait le plus rêver. Eh bien, voici le résultat. Et c'est la voiture autonome qui vous fait fantasmer. La robotique arrive juste derrière. Ensuite, la réalité virtuelle, l'impression 3D, le très haut débit mobile. 8%, ça va faire plaisir à tous les opérateurs qui investissent des milliards dans la 4G. Et enfin, 2% pour le big data. Mais c'est ce qu'on disait la semaine dernière. En fait, le big data, c'est pas du tout sexy. C'est big, c'est data. Non, voilà. Et pourtant, le big data, c'est véritablement l'avenir des nouvelles technos, sans aucun doute. Ça, c'était pour la semaine dernière. Ouais. Tout de suite, notre question de cette semaine, Orange 01net. Alors, on va parler tout à l'heure du nouveau smartphone Amazon et vous allez voir que c'est un drôle de joujou parce qu'il est complètement orienté e-commerce. Oui. C'est une arme de destruction massive. De carte bleue. De carte bleue, exactement. Et du coup, on vous pose la question aujourd'hui, est-ce que vous avez l'habitude de faire du shopping avec votre mobile? Faites-vous du M-commerce? Alors, vous pouvez répondre. Et il y a déjà on a déjà des résultats. Alors, je ne sais pas si Bérangère peut montrer mon écran ici même, puisque à 58%, c'est jamais. Jamais. Faites-vous du shopping sur mobile? Jamais. Ah alors, ma femme n'a pas joué visiblement. Parce que autant vous dire que là... C'est un gros problème à ce niveau-là. C'est un gros problème familial, cette histoire-là. 32% occasionnellement, 5% le plus souvent et 5% tout le temps. N'hésitez pas à voter sur la page de 01net.com de l'émission et on suivra régulièrement l'évolution de ce sondage. Bon, alors, c'est parti. 18h04, le gros sujet d'actualité de ces dernières heures, c'est l'arrivée d'Amazon sur le marché de la téléphonie mobile et du smartphone avec le Fire Phone qu'on vous a fait découvrir ce matin, hein, Jérôme, avec une petite vidéo qui met en avant toutes les spécificités de ce téléphone. Pour en parler, Frédéric Simotel qui est avec nous. Bonsoir. Avec qui on va aborder l'aspect business éco, la stratégie, et puis aussi avec Christopher Similelli, le digne représentant du labo 01net. Alors Christopher, on va peut-être commencer par toi. Allez. Bah oui, si on repassait un petit peu en revue, vite fait, les grandes lignes de ce smartphone. Alors, c'est un smartphone qui techniquement est plutôt bon, faut le rappeler, qui a un écran de 4,7 pouces qui, en tout cas sur le papier, a l'air vraiment pas mal en termes de contraste et de luminosité.
Pareil pour la partie processeur, la partie graphique. C'est un téléphone disons qu'il a une base technique assez traditionnelle. Son truc en plus, on l'a répété. Son petit truc en plus, c'est la 3D et même ses petits trucs en plus parce que il a, peut-être qu'on l'expliquera plus, mais 4 capteurs en façade pour faire de la 3D. Alors ça me fait un peu peur, moi, la 3D sur les téléphones, parce qu'on a tellement eu d'aventures, Jérôme, de 3D sans lunettes, avec des tablettes plus ou moins réussies qui donnaient mal à la tête et avec lesquelles était livré un Doliprane quand vous ouvriez la boîte. Il y avait surtout la console 3DS de Nintendo. Oui, la console 3DS qui, on le sait, est la seule console 3D chez qui on désactive la 3D tout le temps, en fait. C'est ça quand même la particularité de cette console. Vous demandez à tous les enfants qui ont une 3DS, ils désactivent la 3D. Là, est-ce que c'est la même technologie? Est-ce qu'on aura mal à la tête avec cette 3D sans lunettes? Parce que c'est la 3D sans lunettes, bien évidemment. Alors, on peut difficilement le dire parce qu'on n'a pas eu encore le téléphone entre les mains, mais comme tous les appareils 3D, que ce soit aussi sur la télé, au cinéma, il y a une partie des utilisateurs qui ne vont pas pouvoir tolérer cet effet 3D. Et Amazon a prévu le coup. Il y a un bouton pour désactiver l'effet 3D. D'accord. Mais Jeff Bezos l'a dit hier clairement, il n'y a aucun intérêt à désactiver cette fonction parce que c'est super. L'expérience n'est pas la même. On peut imaginer aussi que la technologie avançant, la techno qui a été implémentée dans l'écran fasse en sorte qu'on ait pas mal à la tête quand on voit cette 3D, parce que finalement j'ai l'impression que c'est pas la 3D, c'est plus du relief, j'ai l'impression, vu les vidéos qu'on a pu regarder derrière nous, là. Voilà, on a l'impression d'avoir une profondeur, et alors c'est dingue parce que ça marche même sur une vidéo, on a cette notion de profondeur en quelque sorte. Tout à fait. Alors il y a un autre effet waouh qui est lié à l'affichage, ou plus exactement à la détection de mouvement, avec ces 4 capteurs qui sont situés dans les coins et qui vont permettre vraiment d'interagir avec l'appareil. Tout à fait, c'est la particularité, c'est la véritable innovation de ce téléphone, et de ce point de vue, on peut vraiment dire que ce téléphone est remarquable. Il apporte vraiment quelque chose en plus sur le marché des smartphones. Encore une fois, on l'a pas testé nous, mais de ce qu'on en a vu, de ce que certains de nos confrères en disent aujourd'hui, américains nous disent évidemment, américains, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc en fait, il suffira de bouger l'appareil pour, par exemple, faire défiler une page. C'est ça. Ou même ouvrir des menus. C'est ça, pour ouvrir des menus, on pourra un peu naviguer dans les menus avec juste le regard. Mais après, on peut imaginer plein d'autres applications par-dessus cette techno. Il y a une API, il y a un kit de développement qui va être fourni aux développeurs. Ils pourront imaginer plein de choses. Et là, c'est à ce moment-là que le téléphone devient vraiment intéressant. Alors, on se souvient que cette techno a été déjà implémentée sur certains smartphones Samsung, qui, comme la 3DS, a tout de suite été désactivé par l'utilisateur parce que c'est vrai que ça marchait pas beaucoup. Il n'est pas chaud du tout avec le smartphone Amazon. François. Non, moi je trouve ça plutôt pas mal, mais j'espère en tout cas que ce ne sont pas les mêmes technos, parce qu'on se souvient que le Galaxy S4, qui était bardé de capteurs, vendait justement cette particularité en penchant le smartphone comme ceci. Vous pouviez faire défiler les textes, etc. On voit que finalement c'est vraiment un gadget et qu'on s'en est pas du tout servi, en tout cas peu de monde. Oui, et c'est pour ça qu'Amazon est très réfractaire à la possibilité de désactiver la 3D. Au départ, il ne voulait pas rendre possible la désactivation. Je le rappelle, ce qui aurait quand même créé un vrai scandale. Mais aujourd'hui, c'est possible. Mais pour eux, la 3D fait véritablement partie de l'expérience d'utilisation utilisateur. Et j'irai même plus loin. Je me demande si cette volonté de ne pas désactiver la 3D ne cache pas en fait des performances hors 3D de l'écran qui serait pas terrible. Bon, j'attends de voir. On va voir. Je serais curieux de savoir. On ne sait pas quand est-ce qu'il arrive, ce smartphone. Aux France, États-Unis, juillet, 25 juillet, oui. C'est ça. En France, non, on ne sait pas encore, mais si on se réfère à la tablette, Kindle Fire, elle était sortie quelques mois plus tard. Bon. Alors, il y a la troisième grosse innovation qui est quand même ce truc qui s'appelle Firefly, et qui est un truc de fou, qui va vraiment, ce que disait François, nous tuer la carte bancaire. Si je me repars. Si tu t'en remets. Oui, clairement, ce bouton, on a tous notre avis sur la question. Pour moi, c'est l'essence même du projet d'Amazon. C'est-à-dire,
en dehors de ce bouton, Amazon n'aurait jamais créé un téléphone. Quel est l'intérêt d'Amazon de créer un téléphone? On va en parler. On va essayer de comprendre un petit peu mieux dans un instant avec Frédéric aussi. Si ce n'est de créer une passerelle logique. On rappelle ce que c'est. Quel est le principe de ce truc-là, Firefly? Alors c'est un bouton qui donne un accès rapide à de la reconnaissance de jaquettes, de bouquins. On prend en photo un truc, n'importe quoi, un disque, un directement, livre, on a la correspondance. Un Jérôme Colombin, par exemple. Et là, tac, tu peux commander le même sur Amazon. Exactement. Un Jérôme Colombin, s'il vous plaît. Et sold out. Et uniquement sur Amazon. Très bien. Uniquement sur Amazon, bien sûr. Encore une fois, c'est à tester. Hein. Ça fait un peu penser au système de Google, tu sais. Je crois que c'était Googles, non oui, le système de la reconnaissance, oui, ça existe et c'était Googles, effectivement. Par exemple, avec votre téléphone, vous prenez en photo la tour Eiffel et puis en fait le système arrive à détecter lui-même la tour Eiffel. Ouais. Je rigole parce que j'ai mon oreillette qui m'énerve depuis tout à l'heure. Je peux vous le dire. Entre ma voix qui part et ton oreillette, on n'est pas couché. J'en peux plus de cette oreillette. C'est ça le charme du live, comme on dit. On a pas mal de questions sur Twitter. Christopher et Frédéric Simotel vont pouvoir y répondre. Par exemple, est-ce qu'on peut imaginer une réponse de la part des concurrents d'Amazon? Parce qu'on voit que voilà, Amazon, qui est un grand distributeur, lance son smartphone. Est-ce qu'on peut demain imaginer une Fnac ou même un Best Buy sortir son téléphone aussi? Parce qu'on se rend compte, Frédéric Simotel, qu'aujourd'hui, le smartphone, c'est la porte d'entrée pour acheter. Pourquoi Amazon se lance? Seuls les paranoïaques survivent, disait Andy Grove. Et donc c'est un peu pour ça que Amazon se lance dans ce. Alors moi je vois plusieurs choses dans ce. Alors il faut pas oublier de dire que ça tourne sur Android. Hein. Il s'est pas mis à inventer un nouveau Amazon OS. Hein. Mais c'est un Android customisé. Voilà, on l'a un peu nettoyé. On enlève Google Play au fond à droite, Google, sous le tapis. On enlève tout ce qui fait un peu trop Google. Ça c'est la première chose. Moi il y a quelques côtés un peu déceptifs. C'est déjà le prix. $650. Voilà, moi j'aurais vu peut-être un prix un peu moins élevé, notamment pour tous les clients premium d'Amazon. Donc, enfin, il leur offre un an de Prime, le service de contenu, etc. Mais bon, on aurait pu. C'est d'autant plus étonnant que les tablettes Amazon, qui sont déjà sorties, ne coûtaient pas excessivement cher, étaient plutôt un très bon rapport qualité-prix. Là, c'est pas forcément le cas. Hein. Et alors, que cherche Amazon? Alors, que cherche Amazon? Amazon, faut pas oublier, c'est un marchand, donc il cherche tout à vendre. Et je pense que là, on a plus un smartphone qui va servir à acheter qu'un smartphone qui va servir à téléphoner. C'est vraiment l'objectif de Jeff Bezos, c'est vraiment ça, c'est qu'il n'y ait plus d'intermédiaire, voilà, entre le moment entre l'acheteur et le produit. Vous savez, il y a quelques temps, Amazon a sorti son un petit appareil Dash. Oui. Vous savez, c'est une espèce de petite, ça a la forme d'une grosse clé USB, on va dire. Voilà. C'est un petit scanner. Et lorsque vous êtes devant votre frigo, voilà, vous finissez votre bouteille de lait, vous scannez la bouteille de lait, et puis hop, tout de suite, ça part dans le Amazon Fresh. Alors c'est qu'aux États-Unis pour l'instant, et ça vous recommande les 6 litres de lait qu'il faut au bon moment. C'est génial comme système. Eh bien, moi, j'imagine très bien le lecteur Dash intégré à ce téléphone. Mais c'est ça, c'est l'idée. En fait. Et voilà, donc l'idée, elle est là. L'idée, elle est la première chose, comme l'a dit Christopher, c'est avoir un accès beaucoup plus rapide vers tous les produits Amazon, sur la plateforme Amazon. Donc voilà, des achats impulsifs avec cette facilité que l'on a. Vous savez tous, aujourd'hui, si vous avez une Kindle, que vous mettez pas toutes les sécurités qu'il faut, vous téléchargez le livre, enfin vous aimez le livre, vous appuyez, vous téléchargez, il est déjà chez vous. Il n'y a pas eu de validation, de rentrer son code ou quoi que ce soit. Donc il y a ce premier effet. Et pour moi, il y a un autre effet aussi, c'est que Amazon, là, en se rapprochant du client, va collecter des données et des données et des données. Et Amazon préfère que ce soit lui qui collecte ces données plutôt que son concurrent Google. Donc voilà. Donc alors après, est-ce que d'autres pourraient sortir des téléphones ? Pourquoi pas? Amazon, il faut avoir les épaules assez larges, Amazon a cette puissance. Et puis il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Amazon en ce moment a des procès avec Hachette, avec Warner Home Video, avec Bonnier en Allemagne, vous savez, pour tous les contenus. Là, si Amazon commence à distribuer des téléphones, à être puissant sur son marché, ils vont avoir aussi un poids un peu plus important pour aller négocier tous les droits sur ces contenus. Donc là aussi, c'est amusant parce qu'il ne faut pas négliger. Ils sont vraiment en train de s'installer dans la cour des grands, à côté de l'écosystème Apple, à côté de l'écosystème Google, alors qu'Amazon, ça restait quand même un super épicier qui faisait des tablettes en plus. Et voilà, mais c'est ça l'innovation. Je dis, seuls les paranoïaques survivent. C'est qu'est-ce qu'ils vont me faire les autres pour me piquer de l'argent dans mon magasin? Eh bien, il faut que je bouge avant eux. On parle aussi que les développeurs lorsqu'ils développent une application sur Amazon, ça leur génère eux un peu plus de revenus que lorsqu'ils développent une application. Alors évidemment pas au volume, parce qu'au volume Apple et Google et Android génèrent beaucoup plus de volume. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui il y a près de 240 000 apps sur Amazon. Ça triple. Amazon dit que ça a triplé tous les ans. Donc on peut imaginer aussi faire venir encore plus de développeurs à travers ce nouveau téléphone, voilà, pour développer encore plus d'apps pour
Ils sont forts. Christopher, est-ce qu'on peut imaginer une réaction rapide d'Apple, d'Android, de Google face à cette innovation signée Amazon? Moi, j'irais au-delà de ça. Je dirais que c'est déjà une réaction d'Amazon par rapport à ce que fait Apple et Google. Apple facilite déjà très grandement l'accès à ses propres produits. On parle d'iTunes, on parle de l'Apple Store qui a une appli dédiée toute belle sur iOS. C'est un pas en plus. Juste une petite remarque sur le prix. Je trouve que ça fait un peu cher le caddie. Ça c'est clair. En fait. Moi, fondamentalement, ça reste aussi un smartphone. Ça reste un smartphone. Un smartphone sous Android. Mais, on est d'accord. Mais c'est un smartphone qui ne donne accès qu'à Amazon. Bon, on aura toujours un moyen d'accéder aux autres stores, mais c'est un bouton dédié à Amazon. Et je rappelle aussi que c'est un téléphone sous Android, mais c'est un téléphone. C'est pas le même Android qu'on a dans les autres téléphones. Et on n'aura aucun accès au Play Store, donc aucun accès aux applications Android traditionnelles. Parfait. Êtes-vous prêt à faire du shopping sur mobile? C'est une pratique qui est peut-être pas encore très ancrée en France, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est de plus en plus le cas. Je te coupe un instant. 25% de progression en 2014, chiffre d'affaires 18,5 milliards de dollars en 2014 sur du M-commerce. Et donc, c'est le chiffre clé, parce qu'ils ont compris que la plateforme pour faire du shopping c'est du mobile. Consommer bientôt, c'est le mobile. Faites-vous du shopping sur mobile? Jamais à 72% selon la question 01net Orange. Occasionnellement 21%, le plus souvent 4%, et puis il y en a, voilà, c'est tout, quoi. Donc, mais quand on voit le succès aujourd'hui, par exemple, de l'application vente privée sur Android ou sur iOS, où dès 7h du matin dans votre lit, en même temps que vous vous réveillez, vous pouvez acheter vos caleçons ou une robe, ça change tout et ça va être comme ça de plus en plus. Merci à tous les deux. Merci à Christopher Siminelli et à Frédéric Simotel de 01 Business et Christopher donc du Labo 01net. 18h17, Jérôme, on va accueillir Delphine Sabatier. On va accueillir Delphine Sabatier. Avec qui nous allons parler de Netflix, bien sûr. Je rappelle que nous sommes en direct sur 01net TV, YouTube, Dailymotion. Et comme chaque jeudi, on débriefe ensemble l'actualité high-tech de cette semaine. Voilà, Delphine Sabatier nous a rejoint dans ce studio. Delphine, bonsoir. Bonsoir. Et quel plaisir de retrouver Delphine. Comme chaque jeudi soir dans 01 Live Hebdo pour bien avoir votre Zoom Actu. Et aujourd'hui, on va parler de Netflix. Delphine, on va parler de Netflix. Et oui, parce que alors là, ça y est, c'est sûr, Netflix va arriver à l'automne prochain. Le champion mondial de la vidéo à la demande. On sait qu'ils vont s'installer dans l'Hexagone. En tout cas, ils vont fournir leur contenu aux spectateurs français. Et on en sait un peu plus, Delphine, sur ce qu'ils vont proposer très concrètement. Oui, c'est un peu notre feuilleton, notre série de télé à nous, Netflix. Oui, c'est ça. Finalement. Alors, on en sait beaucoup plus, puisque Netflix a expliqué que son offre serait équivalente à celle qui existe déjà dans les autres pays européens. Alors, il y aura 80% de production hollywoodienne, ça on s'en doutait, et puis 20% d'œuvres qui seront purement européennes. Il y aura aussi majoritairement des séries télé, on s'y attendait, avec 2 exclusivités par mois. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt bien. Voilà. Et puis les prix, on les connaît un peu plus. Il y aura 3 prix. Donc premier prix, 7,99 € pour une offre standard. Et ensuite, on passe à 8,99 €. Là, on a de la haute définition et on peut recevoir Netflix sur 2 appareils. Et là, après, 12 €, dernière offre, on a la totale, haute définition et 4 appareils sur lesquels regarder ses films et séries. Alors, comme on vous le disait aussi, il n'y aura pas de révolution véritablement côté offre ciné, puisque Netflix a quand même confirmé qu'il respecterait la chronologie des médias, donc le temps de diffusion imposé en France pour les services de VOD, et cela même si son siège sera installé aux Pays-Bas. Et donc ce respect fait que sur Netflix, les films auront minimum 3 ans. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que on en avait parlé déjà. On risque d'être déçus par cette offre au lancement. Mais vous nous aviez aussi parlé d'une des clés du succès de Netflix, c'est la recommandation. De quoi s'agit-il ? Oui, alors son interface, je dirais, pour tout service, c'est quand même assez primordial. Et en particulier sur la VOD, c'est vraiment crucial parce que les catalogues sont énormes et finalement, plus c'est grand, moins on s'y retrouve. C'est comme quand on se retrouve dans un hypermarché, on ne sait pas quel yaourt choisir, quoi. Exactement. Donc, c'est une des clés du succès de Netflix, c'est d'être capable de nous dire, vous êtes sur votre canapé, vous ne savez pas ce que vous allez regarder, mais moi, je vais vous faire des bonnes propositions ou des films drôles ou des séries télé qui font peur. Voilà.
Donc c'est important parce que si le service se trompe à ce moment-là, on l'a tous un peu vécu, et ben on zappe, on va pas aller fouiller dans la dizaine de milliers de films. On va pas passer la soirée à chercher un film disponible dans le catalogue, c'est pas possible. Donc c'est une erreur assez importante. Du coup, Netflix travaillait ça. C'est évidemment pas le seul. Il y a aussi une autre technologie là qui arrive en France qu'on connaît un petit peu moins puisqu'ils travaillent en marque blanche, mais ça nous a permis de découvrir les secrets des algorithmes de Netflix. Oh, alors que se cache-t-il derrière ces algorithmes? Alors, ce qui se cache en fait, là je vous parlais d'un petit spécialiste qui s'appelle Speedeo, donc ça personne connaît, mais c'est aujourd'hui il a quand même un premier client qui s'appelle Canal Play. Oui, un petit acteur de la VOD. Voilà. Et puis d'autres aux États-Unis, ça fonctionne assez bien et c'est un algorithme très très proche de celui de Netflix. Et il nous a expliqué pourquoi il avait adopté finalement comme Netflix une démarche totalement à l'opposé de ce qu'on connaît par exemple chez Amazon. Vous connaissez tous quand vous achetez chez Amazon le moteur de recommandation qui vous dit si vous avez acheté ça, ben sans doute ça vous intéresse. Et ben là, c'est pas du tout cette méthode-là qui est ouais, c'est pas la même approche. Bon, alors quelle est la différence justement entre les recommandations d'Amazon et celles de Netflix? Alors Amazon, c'est purement statistique, probabilité, c'est-à-dire je regarde le parcours du client, ce qu'il a acheté, où est-ce qu'il est allé, sur quoi il a surfé. En revanche, je m'intéresse pas du tout au contenu en lui-même, ce qui fait que parfois il y a des rapprochements un petit peu bizarres entre deux produits. Ça vous est tous arrivé. Alors Netflix et Speedeo, eux, estiment que c'est source de problèmes et donc ils travaillent beaucoup plus sur les contenus et les caractéristiques des contenus. Donc il y a à chaque fois un robot et un humain qui analysent les contenus, tous les deux main dans la main. Ils lui donnent des caractéristiques très concrètes, comme par exemple est-ce qu'il y a des voitures ou des jouets ou des animaux dans cette série, et puis des données aussi émotionnelles, est-ce que ça fait pleurer, est-ce que ça fait rire. Voilà. Donc chaque œuvre a ainsi son empreinte sémantique, et c'est à ce point précis que chaque œuvre a une empreinte qui lui est propre, unique, un peu comme une empreinte digitale. Du coup, l'algorithme de recommandation, il travaille à partir de ces données-là, à partir des œuvres, et il s'affine en fonction de votre parcours et des œuvres que vous avez regardées, des films que vous avez mis dans vos favoris ou pas. Donc on a vraiment une recommandation très personnalisée et très fine et très pertinente. Et je vous invite à le tester en attendant que ça arrive sur Netflix. Vous pouvez déjà regarder à quoi ça ressemble si vous allez sur l'appli iPad de Speedeo ou alors simplement sur Canal Play. Vous aurez cette expérience. Mais ça va être le nerf de la guerre, ça. Le fait qu'on vous soumette la bonne série, le bon film au bon moment quand vous en avez envie. Ça va être la guerre de la SVOD à la rentrée, mais je pense que c'est nous, consommateurs, qui allons être gagnants. On a déjà des questions d'ailleurs sur Netflix. Bon, on aura l'occasion d'y revenir, mais est-ce qu'on aura toutes les séries américaines sur le Netflix français? Non, on n'aura pas toutes les séries. Comme on le disait la dernière fois, les Français, ils sont pas si bêtes que ça. Ils ont déjà négocié des exclusivités. Et par exemple, même House of Cards, qui est une série Netflix produite par Netflix, ne sera pas sur Netflix France parce qu'elle a été achetée par Canal. Canal a dealé l'exclu. Ouais, je pense que chez Netflix, comment vous dire, un petit peu énervant. Ça va être un peu compliqué. Merci beaucoup Delphine. Merci Delphine. À bientôt. Delphine Sabatier, donc directrice des rédactions de 01net.com. 18h23, avant de faire un petit détour du côté du labo, Jérôme, on va revenir rapidement à cette histoire un peu folle, quoi. Mais enfin, la panne Facebook pendant une demi-heure, les amis. On pouvait plus liker, ça a été dur, super dur. Et d'ailleurs, tout le monde s'est lâché parce que c'est sur Twitter du coup qu'on parlait énormément de Facebook. Voilà, c'est ça. On se demandait ce qui se passait. Est-ce que c'était, je sais pas, un coup de Sudrail qui avait décidé de fermer, de mettre Facebook en greffe. Bon, le fait est que on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Non, c'est pas. Et le fait est qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé parce que Facebook s'est excusé. Oui, disent-ils à l'AFP. Ce matin, nous avons rencontré un problème qui a empêché certaines personnes de publier pendant une brève période de temps. Nous avons réglé le problème. Nous sommes maintenant normaux, enfin retour à la normale à 100%. Mais pour l'instant, on ne sait pas techniquement ce qui s'est passé. N'empêche que quand Facebook, 1 milliard, 250 millions d'abonnés tous, et la planète s'enrhume. Ou en tout cas, la planète rigole jaune. C'est pour ça que je tousse alors. À mon avis, ça vient de là. Non, voilà, j'ai compris. C'est à cause de la panne Facebook. C'est plutôt comme disait Cyril tout à l'heure sur Twitter, c'est le smartphone Amazon qui passe pas. Écoute, j'aimerais bien, ça voudrait dire qu'on l'a déjà en labo et on ne l'a pas encore, mais on va tout faire pour pouvoir le tester très vite. Voilà pour Facebook, 18h24, direction le labo maintenant les amis. Direction le labo, comme chaque jeudi, dans ce 01 Live, nous allons retrouver Stéphanie Molinier et Bruno Cormier.
Et avec eux, eh bien, on va s'intéresser aux toutes dernières actualités high-tech. Je sais que vous adorez ce rendez-vous. Alors attention, connexion avec le labo tout de suite. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Bruno, excuse-nous, j'ai l'impression qu'on te dérange ce soir. Oui, j'étais en train de regarder le match de football et une caméra est arrivée juste à cet instant-là. Et voilà. Bon, je suis désolé. Range les chips parce que ça fait pas bien devant la télé, c'est pas cool. Non, mais ça Sur quel écran regardes-tu ce match ? Voilà, c'est ça. Voilà, alors c'est une 55 pouces LG, la série 950 et c'est une Ultra HD. Et alors, est-ce que ça a vraiment un intérêt de regarder les matchs de la Coupe du Monde sur un écran Ultra HD ? Eh bien, pas du tout. Merci beaucoup Bruno, à la semaine prochaine. Voilà, donc tous les matchs de Coupe du Monde sont filmés en 1080p, ils sont retransmis en 1080p, c'est-à-dire en Full HD. Les regarder sur une télévision Ultra HD, ça n'a pas vraiment d'intérêt aujourd'hui, surtout que ce qu'on appelle l'upscaling, les fabricants nous ont beaucoup parlé de leur upscaling du Full HD vers l'Ultra HD. Après avoir testé plusieurs télé Ultra HD et ces fameux moteurs de mise à l'échelle de l'image, on a toujours trouvé que c'était très peu remarquable et que ça n'apportait pas vraiment une amélioration de la source Full HD. Donc, Bruno, j'ai cru comprendre, parce que je me suis un petit peu documenté, il semblerait que certains matchs au Brésil sont filmés, en tout cas sont captés en 4K, donc en Ultra HD. Pourquoi on ne les reçoit pas avec cette qualité de définition ? Oui, alors c'est une chose de filmer le match en Ultra HD et de le retransmettre, ce qu'on appelle le broadcast, le retransmettre sur les réseaux télévisés en Ultra HD, puisque cette transmission Ultra HD demande un débit absolument phénoménal. Vous l'avez vu vous-même à Roland-Garros, ça demandait 20 mégabits pour une transmission 4K d'un match de tennis. C'est énorme, 20 mégabits. Donc il n'y a pas l'infrastructure réseau pour l'instant. Il n'y a pas l'infrastructure réseau pour amener l'Ultra HD dans les foyers. Oui, il y a des matchs qui sont filmés actuellement en Ultra HD au Brésil. Surtout la finale en fait qui sera filmée par des caméras 4K. Donc la finale France-Brésil, c'est ça ? Voilà, qui sera pas retransmise en direct en broadcasting en 4K, mais qui sera en revanche disponible en VOD, c'est-à-dire qu'on pourra la télécharger après, donc à la fin du match, on pourra la télécharger en Ultra HD cette fois-ci, vraiment en Ultra HD. D'accord. Oui, alors il ne faudra pas regarder le match en direct parce qu'autrement on perdra toute la saveur de ce truc-là. Ouais. Pour terminer, juste avant de retrouver Stéphanie Molinier, c'est quoi ? C'est Colombie-Côte d'Ivoire en face de toi, Bruno. C'est qui mène là ? Voilà, Colombie-Côte d'Ivoire, 25 minutes de jeu 0-0. Eh bien, merci reporter Bruno Cormier depuis le Brésil, donc. Formidable. À vous Paris. À vous Paris, à vous les studios. Allez, on va partir tout de suite. Où maintenant ? En Australie, c'est ça ? Non, de l'autre côté du labo. Voilà, ça fait moins rêver. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est Stéphanie Molinier qui est là. Est-ce que Stéphanie est en ligne avec nous ? Elle va arriver le temps que notre Florian Beaufreton arrive avec sa caméra, se mettre dans le bon sens. Il faut, comme Jack Bauer, faut repositionner le satellite. Ça exactement. Quelques petites secondes. Voilà, tu sais, il faut le signal et tout. Puis après, on y va. C'est bon. Allez. Est-ce que Stéphanie est là ? Je suis là. Est-ce oui, que vous Stéphanie. On t'entend pas, Stéphanie. On n'entend pas. On n'entend pas Stéphanie. C'est problématique. Qu'est-ce qui se passe ? Le micro est branché. Si on n'entend pas Stéphanie, là, les amis, c'est un peu problématique. Le micro est allumé ? Oui, tout à fait. Le micro est allumé. Ou alors il n'y a plus de batterie. De notre côté, du côté du son. Ouais, Stéphanie, un petit test pour voir ? Allô, oui, vous m'entendez ? Stéphanie, c'est on bon ? Oui, c'est toujours. parfait. Allez, c'est parfait, c'est parti. Nickel. Donc aujourd'hui, pour changer, je vais vous parler de smartphone. Oui, c'est original. Mais là, cette fois-ci, on va faire un petit point sur les smartphones 4G. Alors attention quand tu bouges ton micro parce qu'on a l'impression d'avoir un séisme là à chaque fois. Voilà, bouge plus. Voilà, c'est nickel. On va parler de smartphone 4G parce que on connaît un petit peu le souci, c'est que la 4G c'est assez récent, c'était quelque chose qu'on trouvait surtout sur les smartphones haut de gamme et c'était très ennuyeux pour les gens qui souscrivaient des abonnements sans subvention. Donc, ils devaient financer eux-mêmes leur appareil. Ouais. Et maintenant, on a une déferlante d'appareils à petit prix. Bon. Alors, montre-nous un petit peu ton petit marché là, Alors, mon de petit smartphone marché, 4G pas cher. On va commencer par le plus cher. On commence par le plus cher. On a Sony qui livre un appareil qui ressemble vraiment au Z2. On peut dire qu'il y a quand même un air de famille. Ouais. Mais c'est un appareil, je dirais, entre l'entrée et le milieu de gamme, puisque c'est un smartphone 4G à 249 €. D'accord. C'est notre modèle le plus cher. Ouais. Bonne nouvelle.
C'est le plus cher. Ben oui, c'est la marque Sony. Et puis on a quand même un très grand écran de 4,8 pouces, donc ça peut se comprendre. Voilà. Okay. On passe ensuite aux opérateurs, puisqu'on a ici un modèle qui va être vendu chez Sosh. En fait, je te coupe, Stéphanie, parce que ça crachouille un petit peu. Je pense qu'il y a tellement d'ondes 4G autour de toi que ça brouille le micro HF que tu as, en fait. C'est ça. Bah, je ne sais pas, mais en tout cas, j'essaye de vraiment bouger le moins possible. Donc là, ici, on a l'entend malgré tout. C'est bon, on a le smartphone Sosh. Ah oui. 169 €. Alors c'est étonnant parce qu'on avait justement la question d'un auditeur tout à l'heure sur Twitter qui nous disait ce qu'on en pensait de ce smartphone Sosh. On vient de le recevoir en test, donc difficile de se prononcer, mais il a l'air plutôt pas mal. Il a un assez joli écran. Il est très très fin. Et pour l'instant, on vient de commencer les autonomies. Ça s'annonce plutôt pas mal. Donc test à venir sur Zero Il a combien celui-ci ? 169 €. 169 €. Et on est bien d'accord, chez Sosh, l'engagement est de 2 mois pour bénéficier de ce tarif. Et c'est le prix donc nu de l'appareil. D'accord. Très bien. On continue très vite sur le Nokia Lumia 635. On en avait déjà parlé. Donc, un nouveau Windows Phone Microsoft, la toute dernière version. Et c'est la version 4G cette fois-ci. On avait vu le premier qui était en version 3G double SIM. Là, on a la version 4G, 169 €. Et on a la toute dernière version de Windows Phone. D'accord. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Ok, on continue. On termine avec les 3 derniers. Ouais. Alors, dans les marques moins connues, on a Kazam, qui enfin mettent sur le marché leur premier modèle 4G. Oui. Donc, ce modèle coûte 169 €. Donc, pareil, un prix quand même assez abordable, un équipement, je dirais, qui tient bien la route. Kazam, c'est pas cette marque qui propose justement de remplacer l'écran si on le casse, c'est ça ? Tout à fait, exactement, exactement. Il y a une application qui permet de prendre la main à distance sur le smartphone quand il y a des petits réglages à faire. Et au-delà de ça, si dans la première année, on casse accidentellement la vitre, l'écran du smartphone, Kazam s'engage à changer gratuitement cet écran. Ok Stéphanie, on termine rapidement avec les deux autres. On termine rapidement avec 2 derniers modèles. Le smartphone, les 2 moins chers. On a tout d'abord la version, l'Ultime 5 de Bouygues Télécom, donc qui est vendu nu à 150 €, donc toujours un modèle 4G, très très fin. D'accord. Voilà. Qui est un peu l'équivalent du Sosh Phone en fait. Voilà, tout à fait. Ou du Hi 4G chez Orange. Et le dernier, le petit Pop S3 d'Alcatel. Donc là, c'est vraiment l'entrée de gamme des 4G avec un prix de 149 €. 149 €, c'est incroyable. Voilà, donc on a vraiment des prix qui baissent. Et la bonne nouvelle, c'est que on a aussi bien les grandes marques qui sont concernées que les opérateurs, que des marques moins connues comme Kazam. Et l'équipement tient vraiment la route avec des versions de Windows Phone ou d'Android qui sont relativement récentes. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas un téléphone au rabais malgré le prix. Voilà, ce ne sont pas du tout des smartphones pur low cost. Il y a quand même du travail dessus et ils ont l'air de fonctionner assez correctement. Très bien, la 4G se démocratise. Oui, c'est très bien, avec des abonnements à 20 € et des téléphones à 150 €. C'est cool. Ceux qui risquent de faire un petit peu la tête, c'est les grandes marques qui proposent des smartphones pas chers mais qui ne sont que 3G. Exactement. Ça risque de commencer à pénaliser en effet les constructeurs qui ont essentiellement une offre 3G. Ouais. Merci Stéphanie Molinier, la déesse des smartphones au labo 01net. Voilà, et tous ces tests, évidemment, tous ces smartphones seront à retrouver, les tests à retrouver sur 01net.com très prochainement. Bon, voilà, écoute, c'est terminé. On s'est tout dit. 18h34, on a quelques minutes de retard encore une fois. On s'améliore, vous avez vu. C'est vrai. Avant, c'était carrément est terminé, les amis. Merci d'avoir été avec nous. Alors, on sera ensemble jeudi soir prochain dès 18h pour encore une fois débriefer toute l'actualité high-tech. Mais d'ici là, tous les jours sur 01net TV pour suivre l'actualité high-tech et notez d'ores et déjà mardi soir prochain. Un petit rendez-vous exceptionnel. Oui, nous serons à Cannes pour l'IDEF, le salon du jeu vidéo. On fera un live à 18h en direct donc de l'IDEF pour faire un point sur le marché du jeu vidéo, découvrir ensemble les nouveautés et voir ce qui va cartonner pour les fêtes de fin d'année. Le lendemain, la Google I.O., donc la grande keynote de Google avec beaucoup de nouveautés qui sont attendues. Là encore, nous serons en direct mercredi soir. Tant qu'on y est dans les annonces, ça signale un nouveau rendez-vous sur 01net TV. Oui. Et ce sera ce week-end, dimanche. Allez, là, on vient à votre rencontre. Ce sera 01net vous répond.
vos questions sur Facebook et nous vous répondrons et on parlera des bracelets connectés pour commencer. Et d'ailleurs, vous pouvez continuer à poser vos questions sur la page Facebook de 01net. Très bonne soirée, merci de nous avoir suivis et à très vite. Salut à tous.